Notre feu sacré aujourd'hui est Jean-Claude Day. Cet ancien cancre, devenu prothésiste dentaire, puis brocanteur, s'est hissé au rang des meilleurs experts du monde dans les armes et les souvenirs historiques. Un parcours fait de passion et de travail que nous allons découvrir ensemble. Jean-Claude Day, bonjour. Bonjour Viviane. Jean-Claude, je suis heureuse de te voir aujourd'hui, t'exprimer sur ce que tu as fait, ta carrière avec des hauts et des bas, ta carrière de feu sacré. Tu es un Suisse à Paris. C'est étrange, ça, déjà. Bon, c'est pas étrange, hein, c'est une question de naissance, tout simplement. Un Suisse qui est né à Paris, quand même, enfin, qui est né à Courbevoie, d'un papa suisse, mais tout ça à cause des péripéties de la guerre, et qui est très fier d'être suisse, malgré avoir fait une carrière en France. Alors ta carrière est extraordinaire parce que tu es le meilleur expert du monde en armes et souvenirs historiques. Alors on va expliquer un peu comment tout ça est arrivé. En réalité, j'ai pris une échelle dans la vie. J'ai monté marche par marche. Ça me rappelle quand j'étais dans les cafés à Courbevoie. Vous voyez, il y a des traces de main là, où on s'impatientait pour mettre la prochaine pièce pour pouvoir passer un autre disque. Des cafés de Courbevoie aux plus prestigieuses salles de vente, la vie de Jean-Claude Day est jalonnée d'objets, d'anecdotes, de rencontres qui ont fait de ce titi parisien issu d'une famille suisse modeste un expert mondial en objets historiques, comme ce cartable de dentiste du 19e siècle. Je pense qu'on peut l'estimer dans les 10 000 euros. D'accord. Il est pressé, il parle vite, il pense vite. Il faut faire avant qu'il ait même dit. Delphine, tu lui donnes les annotations. Alors, il y a un client pour toi. On est très en retard. J'ai pas beaucoup de souvenirs de papa petite, à part à la boutique. Toujours à la boutique, toujours en train de travailler, mais toujours en train de raconter des belles histoires aussi. Donc j'avais ressorti l'historique du chevalier Lemaire, qui est né en 1782 et décédé en 1834. J'ai retrouvé qu'il avait soigné l'impératrice Joséphine. D'accord. Ce qui nous donne un plus pour nous. Oui. Et surtout, il est passionné, il est heureux de travailler. Et ça, aujourd'hui, c'est rare. Maître Martin, il n'arrêtera jamais. Arrêter un si beau métier, ce serait quand même dommage. Tu as démarré petit garçon un peu des rues, disons-le. Oui, un petit garçon qui est né dans une famille très modeste. Je dis pas ça pour faire pleurer dans les chaumières, parce que j'étais quand même très heureux dans cette famille, bien sûr. Et puis, un petit garçon qui a voulu s'élever un petit peu, qui a commencé à aller à l'école à Courbevoie, dans une école communale, qui après, mes parents ont voulu me mettre dans une école privée, pensant qu'on pourrait tirer quelque chose de mieux dans une école privée, et surtout pensant, mon papa étant prothésiste dentaire, enfin mécanicien dentiste à l'époque, pensant faire de son fils un dentiste, c'était le rêve de tous les mécaniciens dentistes. Et puis j'étais dans cette école privée, puis j'étais pas un feu sacré là. Mais après, je crois qu'il y a une anecdote assez extraordinaire. Tu as choisi le bon café. Raconte-moi ça. Ah oui, le Courbevoie, il y avait 2 cafés. Il y avait un café qui s'appelait Daven, qui était fréquenté non pas par des voyous, mais les blousons noirs de l'époque, qui étaient des demi-voyous, on va dire, qui volaient un petit peu les Vespa, qui cassaient les flippers pour récupérer la monnaie, voilà, bon. Et puis, juste en face, il y avait un café qui s'appelait Le Prado. Et ce café, Le Prado, les jeunes étaient mieux habillés, c'était un petit peu la jeunesse un peu plus dorée. Donc, normalement, les filles étaient plus belles. Il y a ça aussi. Donc normalement, a priori, j'aurais dû atterrir chez Daven. Et puis, tu étais au Prado. Voilà, j'ai été au Prado. Le Prado, pour vivre comme les autres jeunes, mes parents ayant de moyens très faibles, je me suis mis à travailler. Ça, c'est à partir de 15 ans, quand je suis rentré en apprentissage de prothésiste dentaire. Jean-Claude, je voudrais revenir sur ton enfance en Suisse, donc ton enfance de vacances, d'été. Oui. À partir de 46, je suis allé en Suisse régulièrement. 47, j'ai fait un an d'école à Bellevaux, qui est mon coin. J'aime beaucoup Bellevaux, parce que j'ai passé ma jeunesse. Et j'y allais 3 mois par an, en vacances. C'était beaucoup. À l'époque, il y avait les grandes vacances, c'était 3 mois. Et j'étais dans une famille très unie,
très modeste, encore une fois, mais où j'étais adulé, où j'étais le seul garçon de la famille. Alors j'étais le petit Parisien qui débarquait. Et dès que j'arrive là-bas, dès que j'arrive à Lausanne, c'est quelque chose. Jean-Claude Day a grandi à Courbevoie, mais ses plus beaux moments d'enfance, c'est à Lausanne, son Lausanne, et dans son quartier de Bellevaux qu'il les a passés. Il s'offre ce jour-là un voyage dans le temps en compagnie de sa cousine Elisa, qui l'accueillait enfant. Eh ben, ça me fait tout chaud au cœur de revenir dans ce quartier, qui est un quartier très populaire, mais que j'ai beaucoup aimé, que j'aime encore d'ailleurs. C'était au premier ou au deuxième qui était grand-maman? Au deuxième, hein? C'était terrible. Donc voilà, il y a encore des enfants qui jouent. Hein. Eh bien voilà, on est où j'ai passé une partie de ma jeunesse, dans cette maison, au dernier étage, depuis l'âge de 5 ans, où je suis venu 3 mois en vacances par an, et où j'ai fait un peu les 400 coups, on va dire, par ici. Voilà, ma chambre, c'était la première fenêtre, tout en haut. Alors, vue directe sur le champ de tir, qui n'existe plus aujourd'hui, où on allait récupérer les balles tirées, qu'on allait revendre pour s'acheter des raisins secs. Non, il n'y avait vraiment rien à bouger dans ce quartier. À part qu'ils ont tout repeint, je suis venu dans cette école. Et ici, il y avait tout ce qu'il fallait, du lait et du chocolat. Quand j'arrivais ici, en réalité, tout le monde m'appelait le petit Parigot, oui, parce que j'avais l'accent parisien. On avait un peu de peine à te comprendre parce que tu parlais tellement vite. Et puis quand je suis, oui, c'est vrai. Et puis quand j'arrivais en France, on disait qu'est-ce que c'est que cet accent, et on me traitait de petit Suisse. Ouais, tiens, j'ai pris un coup de jeune là. Je me sens en pleine forme maintenant. Ce sont des souvenirs d'enfance? Ce sont des souvenirs, oui, entre autres. Mais après, beaucoup d'autres souvenirs d'enfance, c'est vrai, les promenades, la fête du bois, les promenades à Bellerive-Plage. Et Bellerive-Plage avait quelque chose d'étonnant, ils avaient un plongeoir de 10 mètres. C'est un plongeoir 3 mètres, 5 mètres et 10 mètres. C'est très haut. Eh bien, tout le monde voulait aller au plongeoir de 10 mètres, mais tout le monde n'osait pas sauter du plongeoir de 10 mètres. Et je me suis forcé un jour à sauter, ça c'était vers 14-15 ans, du plongeoir de 10 mètres, mais vraiment forcé, pour les beaux yeux d'une belle, qui devait avoir mon âge à l'époque, mais qui admirait toujours les garçons qui sautaient de 10 mètres. Moi je sautais de 5 mètres, donc j'ai quand même été. Bravo. Comme quoi les femmes vous font faire des choses extraordinaires. Alors donc, tu as été mécanicien pour commencer. Donc, oui. Tu as commencé par le bas de l'échelle de la... Oui, apprenti à partir de 15 ans. Oui. Meubler mes samedis. Alors samedi, j'allais dans un prise unique pour surveiller et puis remplir les casiers. Ça, c'était pour faire des sous pour aller au Prado. Le samedi soir, j'allais ouvrir des huîtres ou j'allais dans les cafés pour servir, etc. Enfin, j'ai fait un tas de petits boulots en plus qui m'ont permis justement de m'acheter le costume qu'il me fallait pour aller en face et quitter le blouson que j'aurais dû avoir. Et puis, ce prothésiste, et bien, au bout de 3 ans et demi, j'étais à l'école dentaire, bien sûr. Je suis devenu un vrai prothésiste, ce qu'on appelle un petit second. Puis après, j'ai grimpé les échelons, je suis devenu un second et un premier. Et premier, ça veut dire qu'on peut travailler tout seul, qu'on savait tout faire. Alors, quand tu as été donc ce prothésiste qui avait réussi de façon satisfaisante dans son métier, tu as attrapé le virus de la brocante. Un jour, mon père me donne un petit sabre. Ah, un petit sabre. C'est un tournant, ça, dans ta vie, le petit sabre? Ah ben c'est le grand tournant. Je serais certainement pas là sans le petit sabre. Mon père avait récupéré ce petit sabre d'un de ses amis qui aurait été, à qui il avait rendu un service et qui lui a donné ce petit sabre, ce qu'on appelle un sabre briquet, un petit sabre d'infanterie, sans fourreau, tout ce qu'il y a de modeste, qui est toujours modeste aujourd'hui d'ailleurs, mais que j'ai précieusement gardé. Et ce petit sabre, en définitive, m'a poussé à aller au puce pour acheter un deuxième sabre pour faire une belle croix, quoi. Pour faire un beau décor. Et ça a été le départ alors d'une grande aventure. Donc tu as commencé à mordre, je dirais, à l'hameçon. À mordre à l'hameçon. J'étais passionné d'histoire. On n'a pas dit. Alors j'étais passionné d'histoire, pas vraiment passionné d'armes. Mais bon, les armes ont fait l'histoire. Donc parti de là, je m'y raccrochais à chaque coup. Chaque objet me disait, c'était l'époque, c'est 18e, c'est 17e. Mais alors au début, c'était un hobby du prothésiste que tu étais. Tout à fait. C'est devenu le grand hobby. Plus rapidement, c'était les puces.
C'était 3 heures du matin à l'époque, c'était merveilleux. On partait avec sa lampe et on chinait aux puces. Et puis, les 2 sabres sont devenus avec un 3e au milieu, avec un 4e et un 5e. Je n'avais pas de très gros moyens que je disposais tout au moins pour mettre dans cette dite collection. Donc je me suis mis à acheter beaucoup de petites armes africaines. Du moment que c'était pas cher et que c'était assez joli, je l'achetais. Ça va, voyou? On est là, mon pote. Ah ouais, vous m'attendez? Ouais, je t'attendais. Attention, il y a de la porcelaine là. Ça va? Tu baignes? Ça y est, t'as refait ton décor? Bonjour Jean-Claude. Tu vas bien? Comment va? Depuis plus de 30 ans, le rituel est immuable. Jean-Claude Day se rend au marché aux puces de Clignancourt, aux portes de Paris, le samedi matin. Et tout a commencé par la recherche d'un objet bien précis. Ça va être l'autre allée. Quand je suis débarqué aux puces, je suis venu aux puces pour acheter un fusil arabe. Je trouvais ça beau. Je trouve ça hyper décoratif. Bon, maintenant, mes goûts ont un petit peu évolué, mais c'est toujours un beau fusil que j'ai conservé pieusement, que je regarde avec une petite larme de temps en temps. Bonjour, madame. Bonjour. Je cherche un bouton 18e qui était mis sur les chapeaux, les tricornes. Celui-là est ancien, regardez. Voilà, celui-là est sympathique. Et ben voilà. Eh bien, cherchons pas le plus loin. Ouais. Cherchons pas plus loin. C'est la bonne taille. Ouais. Il est monté sur os. 4 €, ça vous va? 4 €, bien sûr. Bien sûr. Je ne recherche pas que les armes. Je recherche aussi les objets de curiosité. Il y a plein d'objets décoratifs qui me feraient plaisir. Hein. Maintenant, ça commence à être le manque de place aussi. Jean-Claude, toute cette passion de l'objet, ça vient de quoi? Ça vient de quoi? Alors, la passion de l'objet, je pense que... Je suis sûr, d'ailleurs. À Courbevoie, je vivais dans un petit 2 pièces avec mes parents. Et rien à la maison. Mes parents... Mon père n'avait pas de papa. Ma mère a été orpheline à 15 ans. Et ils avaient rien de famille, en réalité. Donc, il n'y avait pas d'objet. Il y avait, je sais plus, 2 ou 3 tableaux au mur qui étaient des tableaux, des reproductions achetés sur le marché. Et c'est peut-être ce manque qui me fait courir aujourd'hui après les objets. J'en ai jamais assez, j'en mets beaucoup partout, chez moi, ici, mais il me faut plein d'objets autour. Moi, c'est charmant ici. Alors, on est à Marne-la-Coquette. Marne-la-Coquette, qui porte bien son nom, qui est un ravissant petit village, à 8 km des Champs-Élysées à vol d'oiseau, c'est tout près. Ah oui, c'est tout près, c'est tout C'est près la de Paris. campagne, le petit bourg. On va s'asseoir là. Et nous sommes encore en commune rurale. Dis-moi, Jean-Claude, c'est ici que tu as commencé, donc? Oui, j'habitais 2 km au-dessus, je travaillais comme prothésiste à Sèvres, c'est-à-dire 2 km plus bas, et je passais tous les jours devant, en me disant que cette place était magnifique. Et il y avait un antiquaire chez qui je m'arrêtais régulièrement. Et je disais d'ailleurs à l'époque, quand j'aurai 55 ans, j'arrêterai la prothèse et je me lancerai dans l'Antiquité. Et c'est lui qui un jour m'a dit, Jean-Claude, il y a un magasin à prendre, amuse-toi le samedi et le dimanche, et prends-le, il me voyait tellement passionné. Eh oui. C'est comme ça que j'ai acheté le dépôt de pain. Et là, au début, alors, qu'est-ce que tu as vendu? Au début, que des petites choses. Par exemple? Eh bien, on a vendu des épingles à chapeau. Ça valait 3 francs quand même à l'époque. Ah. C'était vraiment des petites choses. Des petits meubles Louis-Philippe qui n'étaient pas chers. Des feux de recul de train. J'avais racheté tout un lot à la SNCF. Enfin, des objets un peu hétéroclites. En fait, de la vraie brocante en réalité. Puis quelques armes que je mettais. Mais n'ayant pas eu les moyens de faire un stock, ces quelques armes, il y en avait quelques-unes que j'avais dans ma collection. Et surtout, s'il y avait marqué réservé, vendu, pour la majorité. Mais ça m'en a fait rentrer d'autres, parce que des gens sont venus après m'en apporter. Ce qui est le but d'avoir un magasin, c'est d'avoir des clients qui vous amènent des choses à vendre. Mais alors, rapidement, Jean-Claude, tu as dû mener en quelque sorte 2 métiers. Alors là, il y a une petite question qui se pose. Un métier qui marche bien, j'étais pas malheureux, j'étais bien payé, il n'y avait pas de notion d'argent, on n'était pas en manque. Une épouse qui travaillait aussi, qui tenait un grand magasin de sport, qui en était directrice, qui gagnait bien sa vie.
Et puis la cette brocante, là, c'était intéressant quand même, la brocante. Puis j'ai demandé à mon époux, j'en ai parlé quand même. Et je dois avouer que la réussite fait aussi partie de sa réponse ce jour-là et de l'aide qu'il a eu par la suite. C'est que elle m'a dit, tu fais ce que tu veux. J'ai dit, oui, mais alors si je fais ce que je veux, je laisse tomber la prothèse, on se met brocanteur, et puis on vit notre vie. Et elle m'a dit, d'accord. J'ai dit, oui, mais attends, t'as pas compris. Moi, je laisse tomber la prothèse, mais toi, faut que tu m'aides. Donc tu laisses tomber aussi ton poste de directrice. Elle m'a regardé, puis elle m'a dit, bah, tu fais ce que tu veux. Jean-Claude, ce qui est important, c'est de savoir comment, de petit brocanteur, tu es devenu ce grand expert international. Ce qui a été important, peut-être quand même au départ, c'est que la boutique, bien je l'ai achetée, en réalité, le propriétaire était un commissaire-priseur, qui était à Versailles. Donc j'ai commencé à aller dans ses ventes. Il s'appelait Maître Martin, qui était un grand commissaire-priseur à l'époque. Bon, enfin, Maître Martin, un jour, vient me voir en me disant, je suis très embêté, j'ai un de mes experts qui me fait faux bon pour la journée, j'ai une expertise à aller faire, et c'est un client très important, vous avez l'air de connaître un peu les armes. Venez avec moi, vous me donnerez 2-3 détails comme ça, puis on verra bien. Mais pour moi, c'est important. Alors, je suis allé avec lui. Je suis tombé chez un monsieur qui avait beaucoup de choses au mur. Il y avait plein les murs, un peu comme ici. Et il y a eu des choses très disparates. Et puis, bon, je suis tombé sur des choses que je connaissais bien. Alors, j'ai débuté à Maître Martin, sans Premier Empire, sans 17e, et puis 18e. J'ai donné quelques valeurs, puisqu'étant que marchand, les valeurs sont importantes. Et c'est ce qu'on nous demande en premier. Et puis, bon... il n'a rien dit. Et 6 mois après, il m'a refait le coup. Il est revenu dans la boutique en me disant, dis donc, j'ai encore un empêchement avec Johnson, tu peux pas venir dans une autre affaire, là? Je dis oui, je suis tout content, moi. Qu'il me fasse confiance, c'était un grand bonhomme, quand même. Et puis je suis allé sur cette deuxième affaire. Puis pareil, j'ai débité, ce que c'était. Et en sortant, il m'a regardé. Je vais faire de toi un expert. Je n'avais pas fait ce métier-là pour être expert. Je voulais être brocanteur. Après, je voulais être antiquaire, c'est-à-dire avoir une plus belle boutique. Puis ça s'arrêtait là. Et voilà comment je me suis retrouvé bombardé expert. 4 ans après l'ouverture de la boutique, j'ai fait ma première vente à Versailles. Et, en 77, et la première vente à Drouot en 80, parce qu'entre 77 et 80, j'ai pas voulu bousculer les grands. Et j'ai fait toute la province. Bienvenue à Drouot, le temple parisien de la vente aux enchères. Ce jour-là, Jean-Claude Day est venu pour vendre et pourquoi pas acheter. Objet de ses convoitises, une boîte en or Napoléon III. Ah oui, quand même. Ouais. Je te vois tout à l'heure à midi, puis je te dis. Ok. Tu feras pour moi? Il est 11h, l'heure de l'exposition dite ouverte, où la foule se presse pour contempler et toucher les objets de la vente, comme ce costume de Bonaparte. Peut-être un petit peu plus tôt. 18e, oui, un petit peu plus tôt. Mais ça, on est en 1793, en plus, il n'avait pas un sou à l'époque. Bah oui, il était pauvre. Il était pauvre. Moi aussi, j'avais un taxi qui m'attendait aussi. Midi, fin des premières hostilités. 2 heures plus tard, Jean-Claude Day est de nouveau là, prêt à entrer dans l'arène. Cette scène de fête villageoise, c'est une toile qui commence à 600. Je me sens bien, un peu l'habitude. Enfin, il y a toujours un petit moment où on se demande si on va réussir notre vente. L'important, c'est de réussir. De réussir, ouais, toujours un petit stress, oui. Mademoiselle Georges de la Comédie Française. Jusqu'à temps de s'asseoir. Cadre d'origine, et nous commençons à 2000. Nous arrivons au numéro 64, qui c'est ce beau souvenir historique, cette tenue de ville qui aurait appartenu au capitaine Bonaparte pendant le siège de Toulon en 1793. Le tissu est tout bon, tout est bien d'époque. Je crois qu'on peut vraiment l'attribuer à Bonaparte et nous allons commencer à 5 000 €. 5 800. 5 misère, 6 000. 200, 500. 10 000, pardon. C'est au téléphone. Voilà. D'accord, merci, au revoir. La vente finie, c'est immédiatement le sort de la boîte de Napoléon III qui préoccupe Jean-Claude Day. 1300, alors vous êtes de 1400. Eh bien voilà, 1500. c'est loupé. C'est loupé, elle a fait 23 000. Et moi j'avais mis donc 18 000 plus les frais, 20 000. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, c'est le jeu. Mais c'était un bel objet. Si, je suis déçu. Jean-Claude, tu as multiplié, je dirais, les casquettes. Alors, est-ce que je ne me suis pas mis à courir les diplômes que je n'avais pas? Enfin, ou les diplômes ou les titres. Alors peut-être un petit peu quand même. Alors c'est vrai que j'ai voulu devenir expert judiciaire.
Puis tout le monde m'a dit, attention, si tu es expert judiciaire, tu ne pourras pas être aux douanes, on n'a jamais les deux. J'ai dit, c'est ce qu'on dit, on va essayer. Et puis 2 ans après, j'étais aussi expert auprès des douanes. Et puis, j'ai donné des cours. Parce que moi, j'écoutais pas les autres. Il fallait que j'en donne. Alors, tu as donné des cours de quoi et à qui? Alors, des cours d'armes, le B.A.B.A., que je donne encore aujourd'hui, dans une école à Paris. Et on donne le B.A.B.A. Des armes, c'est-à-dire on leur apprend ce que c'est qu'une arme silex, une arme percussion, la différence entre une épée et un sabre. Parmi mes élèves, j'avais les policiers venaient chez nous, surtout les policiers qui devaient s'occuper des vols d'objets d'art, à qui on avait dit il serait intéressant que vous ayez au moins des bases, et quand vous m'appelez, dites-moi un pistolet et pas un revolver, ou un revolver et pas un pistolet, puisque tout le monde se trompe. Donc là, j'avais essayé de leur... Et c'est vrai, quand ils m'appellent, quand ils ont un vol, quand ils ont récupéré quelque chose, et maintenant ils me disent c'est un revolver, il est constitué comme ça. Ils connaissent le nom des pièces, alors qu'avant c'était un bout de bois avec un bout de fer. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pour leur vertu guerrière que tu aimes les armes? Surtout pas. C'est pour la trace qu'elles peuvent avoir laissée dans l'histoire, c'est-à-dire que dès qu'on me fait voir une arme, la première chose, je me dis, bon, elle est 16e, elle est Louis XIII, ça me rappelle le règne de Louis XIII. Mais en plus, dans les armes, j'aime beaucoup le côté mécanique, et puis la fabrication des armes. Les armes que j'ai la chance de vendre ne sont pas des mitraillettes ou des mitrailleuses, ne sont pas des armes brutes, ne sont pas des armes de guerre. Donc, en réalité, aujourd'hui, c'est le mot « arme » qui gêne un petit peu dans les collections. Et parfois, on classe mal les collectionneurs. On ne comprend pas qu'ils sont passionnés plutôt d'objets et d'objets d'art, parce que dans les armes, on a des armes, c'est des véritables objets d'art. Jean-Claude, j'aimerais beaucoup que tu me fasses faire un petit tour de cet endroit qui est ton antre, dans lequel tu travailles, et dans lequel il y a tant de choses. On a 1000 questions à te poser sur tous ces objets qui sont autour de nous. Je vais vous faire voir un très bel objet. Voilà un beau pistolet à rouet. Il est 1592. C'était pour les rhéteurs saxons, c'est-à-dire les gardes du corps du grand électeur de Saxe. On est dans les toutes premières armes à feu, donc un système à rouet. Mais ce qu'il faut voir là surtout, c'est le travail. Et c'est là l'un de mes plaisirs. C'est un véritable œuvre d'art, avec des bois incrustés, d'ivoire, de bois de serre, des dessins, des gravures. Et puis il y a plusieurs fabricants qui sont entrés dans cette arme. C'est-à-dire, il y en a un qui a dû faire le canon, il y en a un qui a fait les gravures, il y en a un autre qui a fait les cisures. Tout ça sont des spécialités différentes qui me permettent d'apprécier ces objets. Plus le côté mécanique. C'est vrai que le côté mécanique et esthétique l'emporte complètement sur l'aspect guerrier, c'est clair. C'est plus des armes, c'est des objets d'art. Jean-Claude, un grand expert ne prend jamais sa retraite. Ah, ce que mes confrères me demandent de temps en temps, quand est-ce que tu prends ta retraite? C'est la concurrence qui te demande ça. Alors oui, tout à fait. Alors je leur réponds niaisement, le jour où je serai obligé. Je fais un métier qui est une passion, donc tout est facile. J'ai 95% de bonheur et 5% de problèmes. Donc c'est peu dans une vie. Alors qu'autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui s'ennuient toute la journée. Là, maintenant, ça fait 34 ans que je fais ce métier. Le travail, la passion et des lignes de conduite à travers tout ça. 35 heures de travail, je pense que ça doit donner à manger. 40 heures, ça doit donner un petit peu plus. Et puis ainsi de suite. Donc en fait... Je pense que c'est la base, le travail et l'honnêteté. Ça va être l'heure de se quitter. Oui, Jean-Claude, ça va être l'heure de se quitter. On a passé un super moment. Merci beaucoup. Merci pour toutes les belles histoires. Tu nous as fait rêver. Et merci à toute l'équipe. À bientôt. On a la chance de se voir de temps en temps quand même. Au revoir. Rentre bien. Au revoir, merci.